Parle-t-on suffisamment d'économie dans cette campagne, dans ce début de campagne présidentielle? La réponse avec Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique de Natixis, professeur d'économie, j'ai découvert à Paris School of Economics. Oui. On est à 3 mois de l'élection présidentielle. On parle peu d'économie, on parle comme d'économie, déjà on en parle tous les jours ici, mais c'est vrai que dans la campagne on parle de pouvoir d'achat quand même, de droit de succession, il y a quand même des sujets économiques qui sont abordés. C'est important la question du pouvoir d'achat, mais ce n'est pas la seule, vous me direz. Oui, ce qui est intéressant, c'est que alors, dans la campagne, il sort des petits bouts d'économie qui sont plutôt des mesures ponctuelles. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est plutôt une analyse globale de nos problèmes et de la façon dont les candidats proposent de régler ces problèmes. Alors, la question est assez intéressante parce que finalement, ce que disent les économistes, c'est aussi ce que disent les Français. Quand on regarde les enquêtes et on demande aux Français, c'est quoi vos sujets? Ils disent pouvoir d'achat. Alors, ils disent, l'école, qui est même assez intéressant. Ensuite, ils disent le pouvoir d'achat, l'emploi, le climat, etc. Et donc, en fait, les sujets des économistes, et nous, on essaie de replacer ça dans une analyse assez globale des problèmes structurels de la France, ce sont aussi les sujets des Français. Donc, il y a pas et c'est les politiques, finalement, qui ne répondent pas aux questions des Français, qui sont les mêmes questions que celles des économistes. Ouais. Et c'est pour ça que le cercle des économistes, dont vous faites partie, attirer un petit peu la sonnette d'alarme en disant voilà, on est à 3 mois, maintenant il faut vraiment rentrer dans les vrais sujets. Donc voilà, on l'a dit, les jeunes, le pouvoir d'achat, les retraites aussi, le rôle de l'État, la réindustrialisation, mais il y a tellement de sujets en même temps. Oui, mais on peut les mettre, à mon avis, dans 4 grands groupes. Il y a un sujet qui est compétences et emploi. On sait qu'on a un problème de compétences, on a un problème d'école, on a un problème en particulier de formation scientifique des enfants, et que ceci a des répercussions, et on peut le montrer d'ailleurs d'un point de vue académique, sur le taux d'emploi, sur notre capacité à moderniser les entreprises. Et donc il y a un gros sujet compétences. Compétences des jeunes ou compétences les deux, les jeunes, les adultes, tout le monde. Mais une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est quoi la réponse à apporter ? Et qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs dans les différents programmes? Alors c'est d'améliorer encore, mais qui est une bonne mesure, le compte personnel de formation, le CPF, qui est une bonne invention, mais qu'il faut sans doute rapprocher encore plus des besoins des entreprises. Des choses ont été faites en ce sens. Oui, le CPF, c'est une bonne innovation, mais il faut qu'il soit un peu plus, qu'il soit un peu plus proche de la macroéconomie et un peu moins individuel. Il faut évidemment continuer à travailler sur les techniques d'enseignement à l'école. Il faut travailler sur les fameux NEETs, même s'il y en a un peu moins. C'est les jeunes sans emploi, sans éducation, qui ne sont pas en parcours de formation. C'est quoi, c'est 1 million de jeunes? C'est à peu près, alors il y a différentes mesures. Dans la mesure INSEE, c'est à peu près 12% des jeunes de chaque tranche d'âge. C'est mesure OCDE, c'est un peu plus. Et voilà, on sait à peu près ce qu'il faut faire sur formation, éducation. Il faut continuer à avancer ce qui a été fait sur l'apprentissage qui a beaucoup progressé. Il faut en faire encore plus, etc. Il y a un deuxième grand sujet, vous l'évoquiez, mais il n'est pas indépendant complètement, c'est le sujet inégalité pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on fait sur les plus bas salaires? Est-ce qu'on monte le SMIC? Il y a beaucoup de candidats qui proposent de monter le SMIC. Oui, notamment Anne Hidalgo, qui veut l'augmenter de 15%. Mais alors, est-ce qu'on est certain alors, il y a un vrai débat aussi chez les économistes. Les économistes n'ont pas toutes les réponses. Mais est-ce qu'on est certain que ça ne détruit pas beaucoup d'emplois peu qualifiés? Est-ce qu'on fait autrement qu'en montant le SMIC, par exemple en augmentant la prime d'activité ou en faisant une grande... Et puis il y a la question des inégalités de patrimoine qui est rentrée aussi dans cette campagne sur évidemment, la très forte hausse des cours boursiers, de la valeur des entreprises, de l'immobilier, le débat sur les successions, la taxation des héritages. Donc ça c'est le deuxième grand bloc, inégalité... Sur ce bloc-là, encore une fois, pouvoir d'achat, quand on voit, je pense à Valérie Pécresse qui a rappelé qu'elle voulait baisser les cotisations sur les salaires entre 2,2 et 2,5 SMIC. On en pense quoi de cette mesure? Alors, il y a deux sujets. Il y a les cotisations des employeurs. Si on baisse les cotisations des employeurs sur des salaires relativement élevés, on sait que les salaires vont monter, parce qu'il n'y a pas de chômage pour les Français qualifiés. Donc une façon de monter les salaires, c'est de baisser les cotisations des employeurs, puisque la réaction va être une hausse des salaires. Mais faut-il donner du pouvoir d'achat à ces gens-là spécialement? Après, ça, le sujet, alors apparemment, il y a un consensus des candidats pour dire qu'il faut donner du pouvoir d'achat, y compris à la classe moyenne un peu supérieure. Et puis l'autre possibilité, c'est de baisser les cotisations sociales des salariés, ce qui effectivement donne directement du pouvoir d'achat. Mais ça m'amène à mon troisième bloc, qui est la trajectoire des finances publiques. On a tous envie de baisser les cotisations sociales. On est à 7% finalement, nous a dit oui, on va être Olivier Dussopt, autour de 7. En termes de déficit public en 2021. Oui, on prévoit toujours 5 on prévoyait 9 encore il y a 6 mois. Oui, 8,2 la dernière prévision. Mais là, mais on prévoit toujours 5. Et en même temps, on a envie de mettre de l'argent dans les industries du futur, dans la transition énergétique, dans la santé, dans l'éducation.
Voilà. Et il y aura de nouvelles règles européennes qui nous imposeront sans doute quand même de faire baisser notre taux d'endettement public. Donc on a tous envie de baisser les impôts de production, de baisser les cotisations sociales et de mettre de l'argent dans plein d'endroits, mais on ne peut pas. Donc il faut que les candidats soient... Et alors sans se réfugier dans... je vais trouver 50 milliards de lutte contre la fraude fiscale, parce qu'on sait qu'il y a des efforts déjà très importants qui ont été faits et qu'on ne trouvera pas 50 milliards de lutte. On peut trouver des sous, mais pas 50 milliards. Mais pas ça, peut-être quelques milliards en grattant bien, mais voilà, c'est pas ça la solution. Non, il y a un vrai sujet finances publiques. Quoi. Je dirais, est-ce que l'État est capable... Est-ce que l'équation est soluble, encore une fois Est-ce que c'est le sujet Et donc ça pose aussi la question, quelque part, du cadrage, des cadrages budgétaires, enfin demander aux candidats comment est-ce qu'ils financent. La trajectoire des finances publiques. Donc ils veulent tous baisser les impôts. Alors, il y en a, c'est les cotisations sociales des employeurs, il y en a, c'est les cotisations sociales des salariés, il y en a, c'est les impôts de production, voilà. Il y en a, c'est la suppression des droits de succession, enfin, il y a plein de choses qui sortent. Ils veulent tous augmenter les dépenses, de façon parfois très légitime, hein, dans la santé, l'éducation, la transition énergétique, la réindustrialisation. Et en même temps, il faut réduire le déficit public. Donc on fait comment ? Non, mais c'est impossible. Alors, est-ce qu'on fait une réforme des retraites qui réduit beaucoup la dépense publique de retraite en France, hein, qui est Parce que c'est vrai que, alors quand on se compare aux autres, on a 3 points de 3 plus. 3,5 points de PIB de plus que les autres voilà. sur les dépenses. Est-ce qu'on est capable de numériser l'État de la manière dont le ministère des Finances s'est numérisé pour faire des gains de productivité importants dans l'État, ce qu'a fait Bercy. Parce que Bercy a réussi à le faire. Bercy l'a fait. Bercy a fait des gains de productivité très très importants en numérisant l'administration. Est-ce qu'on est capable de faire une sélection des dépenses en disant on va dépenser moins là et pour mettre l'argent sur... Mais le moins là, il est où ? Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Le moins là, il est quand même sur la productivité. Alors on a du mal à mesurer la productivité de l'État. Quand on essaie de le faire en utilisant les indicateurs disponibles, on trouve que l'État français est entre 7 et 10% moins productif que l'État allemand, par exemple. Hein. Donc on pourrait normalement faire le même service public avec 10% de dépenses en moins. Donc il y a quand même des marges sans doute d'efficacité très grandes. Tout le monde a entendu parler de l'hôpital, enfin mais il n'y a pas que ça. Et puis alors le quatrième sujet, c'est expliquer aux Français comment on va gérer la transition énergétique, qui est quand même un sujet absolument massif. Combien il faut mettre, on sait le chiffre par an, pour dans la trajectoire, encore une fois, respecter les engagements de 100 milliards d'euros par an d'investissement supplémentaires. 4 points de PIB 4,2 points du PIB. Tous les ans ? Tous les ans pendant 30 ans. Non, mais c'est infaisable. Alors, on a commencé, on ne part pas de zéro. Hein, c'est vrai, on est à combien aujourd'hui ? Alors, on est sans doute entre 40 et 50. On a fait comme la moitié du Oui, chemin. parce que on met de l'argent déjà dans les énergies. Alors, c'est quoi ? C'est des énergies renouvelables. Et bien sûr, le stockage de l'énergie, l'hydrogène en particulier. C'est le réseau électrique. Il faut avoir un réseau optimisé et pan-européen. C'est évidemment tout ce qui est isolation des logements, c'est la décarbonation du transport, c'est la décarbonation de l'industrie. Et tout ça, ça fait 4 gros points de PIB pendant 30 ans, au niveau mondial, mais en France aussi. Et donc, c'est un effort d'investissement gigantesque. Alors, la question, c'est qui fait cet effort d'investissement ? Quelle est la part de l'État ? Quelle est la part des entreprises ? Comment ça se finance ? Si l'État doit faire des choses... Par exemple, la rénovation des logements, ça a une rentabilité très faible. Donc, on sait que l'État devra mettre une partie importante de l'argent. L'État met beaucoup d'argent dans la filière hydrogène, dans le soutien aux constructeurs automobiles, etc. Comment ça se finance ? Je veux dire, qui finance ça ? Comment ? Par quel impôt ? Enfin, voilà. Donc, et c'est vrai que sur toutes ces questions, sur ces 4 points-là, on n'a pas beaucoup de... Et il y a le sujet emploi. On va quand même détruire des tonnes d'emplois dans la transition. Taux de chômage aujourd'hui, en tout cas, taux de chômage, on est à 7%. Oui, d'accord, mais on a devant nous sans doute 150 000 destructions d'emplois dans la filière automobile. Quand on va passer à la voiture. C'est l'autre fourchette. 120, le bas de fourchette. Donc, mais en Europe, on parle de 500 à 600. Il y a la question des prix de l'énergie. Qui crée des inégalités. Alors, ce n'est pas une question macroéconomique, c'est une question d'inégalité. Si on est capable de fabriquer nous-mêmes les énergies renouvelables, ce qui est quand même une contrainte de politique industrielle majeure, c'est qu'il faut fabriquer en France les équipements pour les énergies renouvelables. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je pense aux éoliennes. Les éoliennes, les électrolyseurs, les piles à combustible, les smart grids, enfin voilà. Mais on a des plans pour au moins avoir un peu d'indépendance européenne. Parce que tant qu'on n'a pas cette indépendance... on va remplacer les importations de pétrole par les importations d'éoliennes, donc on ne va rien gagner. Tandis que si on n'importe plus de pétrole, mais qu'on achète à nous-mêmes les éoliennes, les électrolyseurs, ça s'appelle une énorme relocalisation. Donc c'est très bon pour l'économie. Donc c'est absolument crucial de savoir si on va simplement substituer des importations d'éoliennes et de piles à combustible et d'électrolyseurs aux importations de pétrole, ou si on va s'acheter à nous-mêmes cette énergie. Elle va être chère, mais si on se l'achète à nous-mêmes,
c'est de l'argent qui reste chez nous, quoi, même si c'est cher. Et qu'on peut redistribuer. Et donc, c'est un effet redistributif. C'est qu'après, plus on est pauvre, plus on consacre une partie importante de son revenu. On a des chiffres, je crois. Je crois que c'est pour les 20%. Les 20% en bas, c'est 15% du budget. De l'énergie. Qui est l'énergie. Et pour les 20% en haut, c'est un peu plus de 5%. Voilà. Et donc, c'est un très gros effet redistributif. Comment on corrige cette redistribution? Comment on le fait? Avec quelles ressources? Et là, on se dit qu'on passe, pour l'instant, en tout cas, on se parle, on passe à côté de tous ces sujets. Bah oui, donc si on répète, David, compétences, emploi, école, pouvoir d'achat, inégalité, bulle immobilière, tu vois, un même paquet, trajectoire des finances publiques. Enfin, bulle immobilière, pardon, mais c'est pas le... oui, mais c'est un problème, ça devient un problème de politique économique. Alors, ça vient de la politique monétaire assez largement. Oui, mais enfin, la politique monétaire de la zone euro, elle va rester très expansionniste. Donc, si les prix de l'immobilier... Elle le fera un peu moins. Mais si les prix de l'immobilier augmentent de 7% par an tous les ans, on crée un problème social et économique monstrueux. Et qu'on corrige comment, d'ailleurs? Et en plus, c'est un piège à épargne. Il faut comprendre que quand votre épargne, vous l'utilisez à acheter un logement trop cher, vous ne l'utilisez pas à financer une entreprise. Donc, vous piégez l'épargne dans la bulle immobilière. Ouais, on a un toit, on a son propre toit. Oui, mais vous l'achetez trop cher. Donc, vous piégez l'épargne dans la bulle immobilière et le résultat, c'est que cette épargne ne sert pas à fabriquer du capital productif. Et donc, voilà. Et donc... les économistes ne sont pas d'accord sur les réponses, simplement. C'est ça mon sujet, ils sont d'accord sur les questions, quoi. Oui, c'est déjà un bon point de départ. Il y a des réformes, encore une fois, qu'on peut faire, qui seront capitales dans le cadre qu'on vient de donner, qui s'imposent au-delà des clivages partisans sur lesquels des candidats qui ne sont pas du même camp ou du même bord pourraient se retrouver. L'école, il y a la fameuse enquête TIMSS, on parle de PISA. TIMSS, c'est le niveau des enfants. Donc c'est mesuré de mémoire au C, je crois que c'est le CM1, c'est fourth grade, donc je sais le faire qu'en anglais, et en quatrième. Oui, je crois que c'est CM1. Nous sommes derniers. Et on teste quoi? On teste le niveau en maths et en sciences des enfants. Or, sur le niveau en sciences et en maths des enfants, la France est dernière. Alors, dans certains cas, c'est avant-dernier, et dans d'autres cas, c'est dernier. Dernier. Sur un peu plus de 60 pays qui sont dans l'enquête. Dernier, quoi, je veux dire. Et donc, si on est dernier sur le niveau en sciences et en maths des enfants, comment vous allez faire la numérisation de l'économie, la transition énergétique, les relocalisations industrielles? C'est une plaisanterie, quoi, je veux dire. Donc là, après, il y a les rentes. C'est un grand sujet, les rentes. On peut avoir des rentes de monopole, il y a la rente immobilière, il y a des rentes de position dominante, etc. Il y a des rentes liées à l'héritage, le fait qu'on hérite un énorme patrimoine, vous avez vu l'étude du CAE. Oui. Normalement, les économistes, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient libéraux, détestent les rentes. Donc la lutte contre les rentes, ça pourrait être un point d'accord général entre tous les partis. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas. Espérons que tous ces sujets-là seront mis sur la table dans le cadre de cette campagne qui ne fait évidemment que commencer. Merci beaucoup. Patrick Artus, donc, merci, David. Conseiller économique de Natixis. Merci, bye.